Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Champagne-Ardenne pour ce nouveau débat consacré aux élections législatives. Je vous rappelle qu'on vote les 12 et 19 juin prochains. On est ensemble pendant près de 40 minutes et ce soir, on va se concentrer sur la 3e circonscription de l'Aube. Avec nous donc 4 candidats représentatifs des forces politiques engagées sur les circonscriptions. On s'est basé sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en prenant les 4 partis arrivés en tête. Et c'est aussi ce qui déterminera l'ordre de la première prise de parole. Sur ce plateau, donc, Angélique Ranck, bonsoir. Vous êtes candidate pour le Rassemblement national, mais aussi conseillère régionale. Face à vous, Laetitia Beury, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la majorité présidentielle, Renaissance Ensemble, et vous êtes également conseillère municipale à Troyes. Également présent ce soir, Gaëtan Céphals, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat de la nouvelle union de la gauche, sous les couleurs de LFI. Et enfin, en duplex, depuis notre bureau de Troyes, Baptiste Gatouya. Vous êtes candidat DLR à la place du député sortant, Gérard Menuel. Et se présente également sur la circonscription Pascal Andrieux pour LO, vous le voyez, Dimitri Eco sans étiquette, Céline Lopez-Vaz pour Reconquête et Dominique Ménissier pour le parti animaliste. À noter que cette liste des candidats n'est pas encore définitive. Elle le sera à partir du 20 mai, date limite de dépôt des candidatures. Ce soir, on se concentre donc sur la 3e circonscription de l'Aube. Petite carte d'identité, vous le voyez, à l'ouest du département. Elle englobe une partie de la ville de Troyes et les communes de Romilly-sur-Seine et de Nogent-sur-Seine. Une circonscription avec une forte activité agricole et une longue histoire industrielle qui compte plus de 105 000 habitants. On l'a dit, le député sortant LR, Gérard Menuel, ne se représente pas après 4 mandats. Qui donc pour lui succéder? Voilà pour les présentations. On va ouvrir ce débat et on va s'arrêter sur votre ligne politique. Car ce n'est pas toujours facile sur ces élections pour les électeurs de s'y retrouver avec ces nouveaux noms, ces nouvelles bannières, comme celle de la majorité présidentielle ou de l'Union de la gauche. On commence donc par vous, Angélique Ranck. Vous êtes candidate pour le Rassemblement national, parti qui est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle sur cette circonscription. Pas d'alliance avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui a pourtant soutenu Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Vos idées, elles ne se retrouvent pas en concurrence avec la candidate Reconquête? Non, ça a été une volonté donc de notre part de ne pas s'associer avec Reconquête. Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'il a appelé à voter avec nous, il nous a reproché, il a reproché à Marine Le Pen d'avoir perdu toutes les 8 dernières mandatures. Donc pour vous, c'était évident, cette non-alliance était évidente? Oui, tout à fait. Il a traîné Marine Le Pen dans la boue. Donc il a traîné son nom dans la boue. Donc on ne va pas s'associer pour ces raisons-là. On y reviendra sur cette non-alliance et les idées que vous, au Rassemblement national, vous défendez sur cette circonscription. Laetitia Beury, vous présentez, on l'a dit, sous les couleurs de la majorité présidentielle. Et pourtant, vous aviez quitté le parti l'an dernier. En fait, je suis la candidate d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas quitté le parti. J'ai toujours soutenu l'action gouvernementale. Il y avait quelques différences, on va dire, sur des individus plutôt localement. Mais j'ai toujours soutenu l'action gouvernementale. Je n'ai jamais quitté le mouvement. Donc, c'est une interprétation. Et donc, je suis très fière. Votre candidature a quand même fait grincer des dents certains militants au bois. Vous le comprenez? Je le comprends. Toutefois, les enjeux nationaux sont tout autres. Donc, c'est Emmanuel Macron qui a choisi les investitures. J'ai fait acte de candidature et c'est mon profil qui a été retenu. Moi, je suis très fière de porter cette candidature et de représenter les électeurs qui ont voté les 10 et 24 avril dernier. En réalité, je suis leur porte-parole. Donc, je suis très fière de porter ce projet. Gaëtan Céphals, vous représentez l'Union de la gauche pour votre parti d'origine, LFI. Alors, à l'Assemblée nationale, quel groupe politique vous allez rejoindre ? Alors moi, je serai dans le groupe de la France Insoumise, mais en fait, chaque parti aura un groupe, mais il y aura aussi un intergroupe qui permettra justement d'avancer sur le projet que l'on porte tous ensemble,
qui est un autre projet de société. Cet intergroupe permettra donc le travail en commun des différentes forces de cette nouvelle Union populaire. Et enfin, on se tourne donc vers Baptiste Gatouya. Vous êtes en duplex, je le rappelle, et vous êtes candidat LR à la place du député sortant Gérard Menuel. Alors vous, votre objectif, c'est quoi? C'est la continuité avec Gérard Menuel et avant lui François Baroin? Mon objectif, oui, c'est de siéger au sein des Républicains avec nos amis, comme on l'a toujours fait, de l'UDI et du Nouveau Centre. Et oui, de pouvoir continuer tout le travail de terrain qui a pu être fait au début par François Baroin et puis par Gérard Menuel. Je m'inscris et j'en suis fier de pouvoir m'inscrire dans les pas de ces deux élus de terrain. Alors quelques mots à présent sur votre rôle et votre vision à chacun du rôle de député. Angélique Ranck, votre suppléant Nicolas Croquet, conseiller municipal d'opposition à Sainte-Savine, appelle les électeurs à ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. C'est votre objectif, vous, pour cette élection, justement? Tout à fait. Je suis très attachée donc, à mon territoire, à ce terroir. Je souhaite le protéger. Emmanuel Macron l'a prouvé lors de son dernier quinquennat. Il est pour le matraquage fiscal, il est pour le saccage social. Et c'est effectivement mon rôle, le rôle que je souhaite m'attribuer au sein de l'Assemblée, lui faire rempart et tout simplement limiter la casse. Gaëtan Céphale, l'Assemblée nationale aussi, pour vous, un contre-pouvoir, une réaction peut-être? Je rappelle que le RN a accusé Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait élire Emmanuel Macron. Alors oui, j'ai entendu parler de cette accusation. Notre ligne est claire. Bien sûr, nous ne soutenons pas, nous ne l'avons jamais soutenu, nous ne soutiendrons jamais la politique de Marine Le Pen. Pour autant, nous ne voulons pas nous inscrire dans une simple opposition. Notre projet, c'est vraiment de construire une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité qui permettra donc d'être le relais démocratique des citoyens, des territoires, et donc de passer des lois concrètement, c'est le rôle d'un député, pour changer le projet de société. Parce qu'on a un autre projet de société qui n'est pas un projet libéral. Et donc voilà, ça c'est l'objectif. Si vous voulez, c'est pas simplement d'être élu dans un rôle de figuration, c'est vraiment d'être acteur. Et pour ça, notre objectif, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre en place un Premier ministre qui serait Jean-Luc Mélenchon. Laetitia Beury, une réaction. L'étiquette Renaissance, est-ce qu'elle ne cache pas aussi des guerres de chapelle, puisqu'elle regroupe, on le rappelle, différents mouvements politiques? Comment ça va pouvoir fonctionner dans l'hémicycle? Est-ce que l'idée, c'est d'avoir une majorité sereine, sans couac, sans 49-3? Comment ça va marcher? L'idée, c'est d'avoir une majorité et de répondre à l'ensemble de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire, par exemple, sur la circonscription, il y a plus de 11 000 personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron. Il faut respecter ce vote. Aujourd'hui, le président des Français, et il faut continuer dans ce sens, c'est-à-dire lui donner les capacités de travailler. Il a été élu pour avoir une majorité, pour mettre en place dès la rentrée le pack pouvoir d'achat qui va permettre justement de pallier à cette crise assez majeure qui commence à toucher l'ensemble des citoyens, je dis bien l'ensemble des citoyens. Et c'est extrêmement important de lui donner cette majorité. Et l'ensemble des couleurs politiques qui se retrouvent sous la bannière Ensemble vont travailler dans ce sens. L'objectif, quand on est député, c'est bien de défendre l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, je suis la candidate d'Emmanuel Macron. Quand je serai élue pour l'ensemble des citoyens. Donc, je vais défendre un projet qui va permettre d'améliorer leur vie du plus jeune âge jusqu'aux personnes les plus âgées. Donc, c'est ça le schéma qu'on compte mettre en place. Et encore une fois, il faut respecter le vote des citoyens qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui attendent effectivement qu'on travaille sur le schéma qu'il a proposé. Alors, vous venez de l'évoquer, certains de vos dossiers prioritaires. On va en parler. Baptiste Gatouya, pour vous, quel dossier prioritaire, vous représentez, je le rappelle, les Républicains, quel dossier prioritaire si vous êtes élu? Alors, si je suis élu, les deux dossiers prioritaires qui seront les miens, c'est à la fois sur la santé, sur le pouvoir d'achat. On a un territoire rural, même si on a des villes comme Troyes, Nogent, Romilly, comme possibilité d'urbain, mais par rapport aux grandes métropoles de Paris, de Lyon, de Marseille, on a besoin d'une vraie loi santé pour éviter ces déserts médicaux. Et la deuxième, ce serait aussi sur le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire de donner la possibilité aux entreprises de mieux rémunérer leurs salariés en baissant les charges patronales pour redonner du salaire net aux salariés. Voilà. Alors, c'est les principales mesures.
Merci. On va justement s'arrêter sur ce dossier du pouvoir d'achat, l'un des dossiers brûlants qui attend le prochain gouvernement et les prochains députés. Le pouvoir d'achat, Angélique Ranck, je me tourne vers vous. Quelles mesures vous proposez justement pour voir une amélioration, pour offrir aux Français une amélioration de leur pouvoir d'achat ? Alors pour moi, effectivement, il s'agit d'un enjeu... Vous avez parlé de matraquage fiscal. Les mesures d'Emmanuel Macron, les mesures proposées par la majorité présidentielle, ça ne vous convainc pas ? Ça ne me convient pas parce que ce ne sont pas des mesures qui sont pérennes. Ce sont des mesures qui ne touchent pas toute la population. Il y a encore la classe populaire, la classe moyenne qui ne percevra pas comme à chaque fois les mesures en faveur de ce pouvoir d'achat. Or, eux aussi payent l'essence à plus de 2 € le litre. On le voit dans la circonscription, 77,5% des habitants. L'aide d'Emmanuel Macron, les 18 centimes justement sur le litre d'essence, tout ça, ce n'est pas une solution pour vous ? Pour moi, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez, ce n'est pas une mesure pérenne. Baisser les taxes sur les énergies à hauteur de 5,5%, c'est une mesure pérenne. Baisser également, supprimer la TVA sur un panier de produits d'hygiène et de produits alimentaires de première nécessité, ça c'est une mesure pérenne. Laetitia Beury, une réaction. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accoutumance au quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron ? Et qu'est-ce que vous proposez, vous ? En fait, il y a un pacte d'urgence qui va être voté tout de suite dès la rentrée parlementaire, où dedans, on peut retrouver effectivement pour l'ensemble des Français des accompagnements, que ce soit sur le chèque alimentaire, que ce soit aussi notamment pour les retraites et puis sur les minima sociaux pour travailler aussi pour que ces minima soient en adéquation avec l'inflation, qu'on puisse les accompagner d'une manière assez pérenne. Les 18 centimes, vous en parliez très justement, il y a probablement un dispositif qui va être mis en place et reconduit jusqu'à fin 2022 qui ira au-delà des 18 centimes, pas en termes de montant, mais qui sera un schéma beaucoup plus différent et qui justement accompagnera tout le monde. Et puis, le grand oublié de ce débat, c'est quand même la transition écologique. C'est-à-dire que pour aider les ménages les plus modestes aujourd'hui, on doit leur permettre aussi, avec les primes Rénov', d'accompagner au mieux cette consommation et cette inflation aussi, cette montée des prix sur les énergies et sur la manière dont ils doivent, eux, améliorer leur habitation, arriver à trouver des moyens plus pérennes justement pour avoir un pouvoir d'achat. Et la mesure la plus importante aussi, notamment sur la fracture sociale, et c'est le cas sur la 3e circonscription, on n'a pas Internet partout, c'est la solidarité à la source. C'est-à-dire la capacité d'avoir aujourd'hui la caisse d'allocation familiale ou toutes les aides en automatique à la source, comme le prélèvement à la source pour l'impôt. Mais là, c'est la solidarité à la source, ce qui fait qu'il n'y aura pas besoin de monter des dossiers, d'aller sur Internet, d'avoir des choses assez compliquées parfois. Mais en tout cas, tous les foyers qui auront besoin ou qui pourraient bénéficier d'un accompagnement social pourront bénéficier grâce à la solidarité à la source. Donc ça, c'est vraiment une réforme majeure pour l'ensemble des citoyens. Gaëtan, c'est false, ces mesures, elles arrivent à vous convaincre. Vous êtes convaincu par ces mesures. Jean-Luc Mélenchon lui propose une hausse du SMIC. C'est l'une des solutions, selon lui. Qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Comment vous réagissez justement aux propositions de la majorité présidentielle ? Alors exactement, il y a plusieurs mesures. Je pense qu'on s'attaque au problème déjà sur le mauvais angle. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas par rapport à la taxe, puisque quand on réduit les taxes, c'est moins d'argent concrètement qui rentre dans les caisses de l'État. Et cet argent qui ne rentre plus dans les caisses de l'État, on va le réclamer d'une autre manière. Donc c'est pas par ce bout qu'on doit prendre le problème. Il y a effectivement l'augmentation du salaire à 1 500 € net. Et ensuite, il faut passer par le blocage des prix pour éviter que cette augmentation de salaire soit immédiatement absorbée par l'inflation. Le blocage des prix, ça veut dire qu'on bloque les prix des produits de première nécessité. De l'énergie, on a mentionné notamment le carburant. Dans l'Aube, qui est un département très rural, c'est essentiel. Et ce blocage des prix, si vous voulez, la différence, c'est le producteur qui va la payer. C'est pas le consommateur. Quand on baisse les taxes, au final, c'est quand même le consommateur qui paye la différence. Si je peux me permettre, il y a un troisième point qui me semble important. On a parlé de l'aspect fiscal, donc des impôts, entre autres, les impôts sur le revenu, par exemple. Il faut que ces impôts soient mieux répartis, avec plus de tranches d'imposition. Nous, ce qu'on propose, c'est d'élargir les tranches d'imposition pour que tout ne repose pas sur les classes moyennes. Ça veut dire concrètement que chaque personne qui touche moins de 4 000 € par mois, c'est-à-dire la plupart des Français, paieront moins d'impôts.
Loïcia Bery, je vous ai vu réagir. Oui. Quelques mots et puis ensuite on donnera Le projet d'Emmanuel la Macron parole n'est à Baptiste absolument Gatuya. pas, pardon, je vous ai coupé, n'est absolument pas d'augmenter les impôts. Je vous rappellerai qu'on a réussi à retirer la taxe d'habitation, que la promesse aussi sur la taxe sur l'audiovisuel, le but n'est absolument pas d'augmenter les impôts, mais bien d'accompagner au mieux la crise majeure, surtout qu'on est maintenant sur une courbe de plein emploi, donc il faut aussi travailler sur la formation professionnelle, sur les bassins d'emploi, puisqu'on est sur une dynamique assez positive dans ce sens, mais d'un autre côté, effectivement, il faut accompagner la crise économique qui est majeure. Et le but, c'est bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, dès cette rentrée parlementaire, de voter le pacte pouvoir d'achat pour accompagner. C'est une mesure qui répond à une crise immédiate. Ce n'est pas une mesure pérenne. Les lois qui vont découler ensuite vont permettre d'accompagner sur la durée, sur un mandat de 5 ans, sur des planifications beaucoup plus économiques et encore plus poussées sur le cœur des foyers les plus aujourd'hui impactés par ces crises, à la fois la montée des prix alimentaires ou des matières premières qui sont un sujet majeur. Baptiste Gatuya, vous êtes en direct de Troyes. Une réaction à toutes ces propositions et quelles seraient vos solutions et vos propositions à vous sous les couleurs des Républicains ? Moi, je pense qu'on prend le problème à l'envers, c'est qu'on veut bloquer les prix et ça a été dit, quand on bloque les prix, c'est le producteur qui est impacté. Les agriculteurs, si on bloque les prix alimentaires, ils ont des charges en ce moment. Il faut pouvoir les payer, ces charges. Et si on ne peut pas répercuter la hausse des coûts, à ce compte-là, on va finir de sacrifier notre agriculture. Ça fait déjà 30 ans qu'on la sacrifie. Je crois que là, ce coup-ci, il y en a qui veulent lutter contre les grandes exploitations. Là, on n'aura même plus d'exploitation française, ce sera des exploitations étrangères. Deuxième point sur le fait de pouvoir verser des primes aux gens, des primes de rénovation. Je pense qu'on prend aussi le bout à l'envers. On dit les gens n'ont pas moyen de se le payer, donc on leur paye. Moi, je pense que les gens devraient pouvoir avoir le moyen de payer eux-mêmes leur rénovation énergétique en redonnant de la compétitivité aux entreprises et en augmentant les salaires. Et pas que le SMIC, il faut augmenter l'ensemble des salaires. On parle du SMIC, mais si on fait les bas salaires et les salaires intermédiaires, les gens vont pouvoir mieux s'équiper en termes de rénovation énergétique et on ne sera pas obligé de taper dans les caisses de l'État. C'est un cercle vertueux économique et je pense qu'il faut des solutions simples. Et donc pour moi, le seul effort que l'État devrait avoir à faire, c'est sur les charges patronales, de pouvoir un petit peu mieux rémunérer quand même les salariés et si ça encourage à travailler, il y aura aussi beaucoup plus d'actifs sur le terrain. On aura besoin de verser moins de prestations sociales. Donc voilà, ça c'est mon travail de député parce que c'est ce que je ressens dans les échanges que j'ai avec les salariés et les chefs d'entreprise de PME qui soient de 4-5 salariés jusqu'à 200 salariés sur le territoire. C'est ce qu'ils demandent. Gaëtan Céphale, je vous ai vu réagir. Vous n'êtes pas convaincu ? Non, je ne suis pas convaincu. Je pense que justement agir sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas juste diminuer les charges patronales. Au contraire, non. Il faut justement agir. Alors sur les salaires, effectivement, le SMIC, sur une revalorisation de tous les salaires. C'est pour ça qu'il faut faire renégocier les salaires par branche. Parce que dans certaines branches, je rappelle qu'il y a certains salaires qui sont en dessous, d'ailleurs, du niveau du SMIC. Et j'ai réagi aussi il y a le terme de l'agriculture qui a été utilisé. Donc effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Gatuya, en complète opposition avec lui sur le fait d'une agriculture basée uniquement sur des exploitations géantes avec des fermes-usines. Ce n'est pas le modèle que nous défendons, effectivement, parce que j'ai entendu parler de grandes exploitations ou d'exploitations étrangères, mais entre les énormes exploitations et les exploitations étrangères, je pense qu'il y a un juste milieu, des exploitations de plus petite taille, avec une agriculture plus locale, plus raisonnée, sans l'utilisation, on pourra en reparler par ailleurs, de pesticides très intenses. Voilà. Donc ce modèle d'hyper-agriculture, qui par ailleurs épuise les terres, c'est pas le modèle effectivement que nous défendons. Effectivement, on va en reparler puisqu'on va aussi rentrer plus en détail sur les enjeux de cette circonscription. Une circonscription, on l'a dit, avec une forte activité agricole. Baptiste Gatuya, avant cela, je vous ai entendu réagir. Vous souhaitez répondre à ce qui vient d'être dit ? Je pense que mes propos ont été certainement mal compris. Pourtant, ils ont été très clairs. C'est qu'on voulait on veut administrer les prix et bloquer les prix de production de base, donc de l'alimentaire, parce que pour moi, la base, c'est l'alimentaire. Et si on bloque les prix, les charges, il faut bien que l'on les paye en face, il faut un prix rémunérateur. Donc si on baisse les prix, si on bloque les prix et qu'on ne peut pas répercuter cette hausse de charges,
eh ben, je suis désolé, mais les exploitants ne pourront plus vivre de leur métier, que ce soit de petite, moyenne taille. Les grandes tailles d'exploitation, je rassure Monsieur Céphale, il se rendra vite compte que dans la circonscription, les tailles d'exploitation, c'est pas celles des États-Unis, de Russie ou du Brésil. Hein. Je tiens à vous rassurer, on a encore une agriculture très familiale et je suis un fervent défenseur, et vous pouvez le vérifier, de cette agriculture familiale. Non, je ne suis pas exactement, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, Sur les exploitations, justement, les fermes-usines, il y a encore eu des installations de fermes-usines avec des tas d'animaux. Je pense par exemple à des communes dans le nord de l'Aube. Donc c'est le modèle en tout cas qui est mis en avant principalement aujourd'hui. Alors justement, on va aborder ce thème plus en détail de l'agriculture sur cette circonscription. Je me tourne vers vous, Angélique Ranck. Comment vous voyez l'agriculture sur cette 3e circonscription de l'Aube et quelles propositions, en tant que député du Rassemblement national, vous aimeriez faire pour défendre votre modèle idéal d'agriculture et les agriculteurs? Alors, le modèle idéal d'agriculture pour le Rassemblement national reste le local. On a toujours défendu le localisme. Nous sommes riches d'une agriculture, notamment aussi dans le département. Et il est important. Contre les grandes exploitations. Exactement, contre les grandes exploitations. Les grandes exploitations. Ça vient d'être évoqué, hein. On l'a vu avec Arta, hein, l'élevage porcin, avec les abattages, avec la maltraitance animale. On voit ce que ça donne, hein, l'agriculture forcée. Une réaction, Laetitia Beury, vos propositions aussi? Je trouve qu'on est sur un débat un petit peu technique par rapport à l'agriculture. En réalité, il faut discuter aussi avec les chambres consulaires. Moi, j'ai discuté avec le président de la Chambre d'agriculture. Ils ont des objectifs qui sont très périns. Un de leurs premiers objectifs, c'est effectivement d'assurer l'alimentation locale, de gérer l'eau, de gérer l'énergie. Donc j'ai envie de dire, il faut aussi faire confiance à nos agriculteurs. Ils travaillent en confédération. Parfois, ils ne sont pas tous d'accord, mais c'est vrai que ça ne sert à rien d'opposer les petites exploitations, les grandes exploitations. En fait, c'est un mauvais débat. Le vrai débat, c'est de travailler avec eux, de travailler sur le territoire et de les accompagner au mieux. Et encore une fois, les chambres consulaires sont vraiment les représentantes sur le territoire des agriculteurs. Alors justement, quel problème vous avez identifié sur le territoire, sur cette circonscription de l'Aube? Alors, en discutant un petit peu plus avec le président de la Chambre d'agriculture, l'idée majeure, c'est effectivement de les accompagner eux aussi sur une stabilité, ou en tout cas sur ce qu'ils ont besoin, sur leurs agences, sur la manière dont ils vont orienter en fait la réforme de la Chambre d'agriculture, clairement, qui est en train de fusionner au Haute-Marne, avec des agences qui vont être sur le territoire pour répondre au mieux aussi aux besoins des agriculteurs. Donc les politiques publiques doivent aussi permettre, avec le prochain ministre de l'Agriculture, qu'on ne connaît pas encore, mais les politiques publiques doivent permettre d'être au plus près aussi de ces acteurs majeurs du territoire. C'est ce qu'ils sont déjà en train de faire, donc avec les 5 ans de mandat qu'on a eu, avec des agences qui vont être délocalisées partout sur le territoire. Mais il faut continuer justement à accompagner au mieux sur le territoire ces agriculteurs. Alors, je vous propose d'avancer. On va rester sur les enjeux de cette circonscription. On va parler... Apporter un petit complément oui. sur... Allez-y, Baptiste Gatouya. Voilà, je pense qu'on oublie aussi toute une partie de l'agriculture, c'est l'engagement de la jeunesse à s'installer. Depuis des années, on a travaillé, et j'y ai travaillé en tant que président des jeunes agriculteurs de l'Aube, de pouvoir réinvestir les jeunes à s'installer en tant qu'agriculteurs. Et on voit que de plus en plus de jeunes refont ce retour à la terre et en développement d'autres projets de diversification. Donc l'enjeu aussi des prochaines années, c'est certes de développer l'agriculture, mais aussi de développer l'installation des jeunes, parce que dans les 10 ans à venir, on va avoir 50% de la population d'agriculteurs à renouveler. Et ça, ce sera l'enjeu du prochain quinquennat. Et je m'en ferai le défenseur. Alors avant de parler d'énergie, Angélique Ranck, justement, sur la défense des jeunes agriculteurs, la défense de la jeunesse dans l'agriculture et l'installation de nouveaux exploitants, vos propositions, qu'est-ce que vous défendez? C'est important aussi pour vous? C'est important, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nos jeunes agriculteurs ne sont plus intéressés, tout simplement parce que ça ne rapporte plus, parce que, on le voit, les agriculteurs n'arrivent pas à s'en sortir. Qu'est-ce que vous proposez il faut qu'il y ait des mesures pour les aider à s'installer, les aider à se développer, les aider à pouvoir vivre aussi de leur travail? Eh bien, il faut pouvoir tout simplement les aider à s'installer. Il faut créer des zones franches, il faut qu'il y ait des défiscalisations. Il faut tout simplement leur donner l'envie de s'installer sur le territoire. Sur le territoire.
Alors on va donc avancer, on va évoquer la question des énergies qui s'inscrit aussi donc dans toute cette question d'écologie et de planification écologique voulue par Emmanuel Macron. Les énergies, c'est aussi un sujet qui résonne sur la circonscription. Je pense aux énergies renouvelables. Emmanuel Macron veut doubler la production d'énergie verte d'ici à 2028. Il a aussi promis donc une loi d'exception sur le sujet. Dans l'Aube, 370 éoliennes. Est-ce que c'est l'avenir du territoire, selon vous, Angélique Ranck ? Non, très clairement, Marine Le Pen a une position très franche dessus. Elle souhaite démanteler le réseau éolien. Et pourtant, elles sont là, dans l'Aube. Elles font partie aussi de l'économie de la circonscription et du département. Il y a des énergies qui sont bien plus propres, qui sont bien plus décarbonées et qui sont d'autant plus recyclables. Alors, qu'est-ce que vous proposez, justement en termes d'énergie, en termes d'énergie renouvelable? Il y a aussi une centrale nucléaire à Nogent-sur-Seine. Sur cette circonscription, est-ce que pour vous, ça a plus de sens d'aller vers le nucléaire ? Alors effectivement, surtout dans cette circonscription, comme vous venez de le dire, nous avons une centrale nucléaire sur Nogent. Il ne faut plus installer de nouvelles éoliennes, tout simplement. Et développer le nucléaire davantage ? Et développer le nucléaire, il faut également développer l'hydrogène, puisque c'est quand même c'est la source d'avenir. Et vous, Gaëtan Céphals, vous vous positionnez comment justement par rapport à ces énergies renouvelables ? Alors, dans notre programme, donc nous partons à un autre projet de société sur la bifurcation écologique. Il y a des désaccords au sein de la gauche sur le nucléaire. C'est vrai, bien sûr, vous avez raison. Et dans cette bifurcation écologique, il y a la question du nucléaire, il y a la question des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ce n'est pas que les éoliennes. Alors, ça peut être les éoliennes, mais ça peut être les éoliennes en mer, ce qu'on appelle les éoliennes offshore. Ça peut être le courant de la mer, ça peut être la géothermie. Bon, c'est tout un tas de techniques qu'il faut développer. Face à ça, on a le nucléaire, dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Concrètement, on ne va pas arrêter le nucléaire dans 2 semaines. Mais l'objectif, c'est justement de développer, de monter peu à peu le niveau des énergies renouvelables pour peu à peu pouvoir compenser. Et ensuite, l'objectif, c'est de remplacer le nucléaire. Les centrales nucléaires ont déjà certaines années de vie, plusieurs décennies, et on ne peut pas les garder encore 150 ans. Donc, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a parlé... Donc à terme, fermer aussi la centrale de Nogent-sur-Seine. À terme, oui, mais pas pour l'instant. C'est-à-dire que, bien sûr... C'est quand même un pôle économique sur la région. Donc oui, quelle transition vous pourriez assurer ? En fait, les personnes qui travaillent à la centrale, dans cette centrale comme dans d'autres centrales, comme toutes les personnes qui travaillent dans le secteur du nucléaire, sont les personnes sur lesquelles on va s'appuyer en priorité pour développer les autres énergies et pour mettre au point les innovations, parce que ce sont des personnes qui sont spécialisées dans le domaine de l'énergie. Mais si vous pensez effectivement que la centrale nucléaire de Nogent sera encore ouverte dans 300 ans, je vous dis que non, ce ne sera pas le cas. Vous voyez large. Laetitia Beury, une réaction. Emmanuel Macron, lui, milite pour plus de réacteurs, le nucléaire également. Quelle est votre position, vous, sur ce dossier et sur les énergies renouvelables ? Le dossier, c'est déjà, je vous entendais tout à l'heure parler des éoliennes, c'est de déjà travailler sur le débat public. C'est pour ça aussi que c'est extrêmement intéressant d'avoir aujourd'hui Elisabeth Borne comme Premier ministre, parce qu'elle a aussi travaillé sur des discours transpartisans qui vont permettre justement de savoir de quoi ont vraiment besoin aussi les citoyens sur le territoire et qu'est-ce qui va ressortir comme dans le grand débat. Après, sur la politique énergétique, Emmanuel Macron, il est clair. Effectivement, il y aura de nouveaux EPR qui vont être sur une planification probablement sur quinquennale, voire au-delà, bien évidemment. 6 à 8, exactement. 6 à 8, exactement. Mais il travaille aussi sur le bouquet énergétique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément uniquement axé sur le nucléaire. Il y a aussi de l'éolien, il y aura aussi de l'éolien offshore. Il y a d'autres forces d'énergie qui sont en étude, marémotrices ou autres. Donc en fait, il y a un vrai bouquet énergétique complet qui doit permettre de répondre aussi aux besoins sur le territoire. Ça doit rester aussi une dynamique économique importante Exactement, du territoire. Ça doit rester une dynamique économique. C'est un bassin d'emploi certain. Si demain vous fermez la centrale de Nogent, quiz aussi de la reconversion. Enfin, c'est absolument impossible de se projeter dans ce genre de choses. Et encore une fois, on a aussi besoin de cette politique énergétique qui nous permet d'avoir une indépendance au niveau national. Donc, ce sont des politiques majeures. Et derrière aussi, c'est la transition écologique qu'on va mettre en avant de plus en plus. Et derrière, c'est aussi des emplois non délocalisables. Donc, quand on travaille aussi sur des énergies beaucoup plus vertueuses sur certains territoires, encore une fois, c'est quand même plus simple d'avoir des emplois non délocalisables. Baptiste Gatouya, en direct de Troyes. Le nucléaire, c'est aussi l'une des visions défendues par les Républicains qui souhaitent donc réinvestir dans le nucléaire. Pour vous, c'est aussi l'avenir du territoire ?
Oui, c'est l'avenir du territoire. On a quand même la centrale de Nogent, c'est quand même un poumon économique pour le secteur. Et pourquoi pas, Madame Burry parlait de PR. Et moi, si demain, en tant que député, on me propose de soutenir un projet de PR à Nogent, je le soutiendrai. Sans ambiguïté. Et aussi sur l'énergie renouvelable, je suis pas contre, au contraire. Il faut que ce soit concerté, que ce soit sur du photovoltaïque, alors en priorité sur les bâtiments, aussi sur les éoliennes. Il faut aussi qu'il y ait une concertation large sur le terrain. Les projets ne doivent pas se faire qu'en catimini. Et ça nous permettra d'avoir aussi l'implantation, pourquoi pas, d'usines d'hydrogène pour pouvoir justement stocker cette énergie qui est produite et qui n'est pas forcément tout le temps consommée au moment où elle est produite. Et pour moi, l'hydrogène, c'est aussi un point qui a été mis en avant par mon prédécesseur. Et je pense qu'il a eu une vision là-dessus très, très large que je partage et que je soutiendrai sur le territoire si ça vient à se développer. Je ferai mon possible pour créer de l'emploi sur cette filière. Alors, on entre dans la dernière partie de ce débat avec cette question. Quelle loi vous auriez refusé chacun de voter sous le quinquennat qui s'est achevé, et pourquoi? Angélique Ranck. Elles seraient nombreuses. Maintenant, quitte à toi à choisir, ce serait le pass vaccinal. Ce serait le pass vaccinal puisque déjà dans un premier temps, Emmanuel Macron donc, a menti. Il avait promis qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire. Il ne faut pas oublier que ce sont 15 000 soignants qui sont restés sur le tapis, qui ont été jetés comme une malpropre le 15 septembre, qu'aujourd'hui sont encore par milliers à ne pas avoir été à être retournés au travail. Les médecins pourtant l'avaient alerté, les professionnels de la santé le disaient bien. Vous l'avez vu aussi, ce malaise autour du pass vaccinal dans votre circonscription? C'est quelque chose que vous avez constaté sur votre territoire? Mais nous sommes tous touchés. C'est sur la circonscription, c'est sur le département, c'est à hauteur de la France. Gaëtan Céphals, une loi que vous auriez refusé de voter? Alors pour moi, une loi emblématique qui est toujours en cours, puisqu'on a pu la stopper par la mobilisation populaire, c'est la réforme des retraites que propose Emmanuel Macron. Nous proposons aussi quelque chose pour la retraite. C'est l'un des dossiers. C'est un des dossiers très importants aussi, qui mobilise beaucoup. Nous ferons la retraite à 60 ans et une revalorisation des pensions, parce que voilà, après avoir travaillé toute sa vie, partir à la retraite à 60 ans, ça doit être possible pour tous. Et ça permet aussi, d'un point de vue du bien-être social, bien-être personnel, mais ça permet aussi, d'un point de vue économique, tout simplement, de pouvoir libérer de la place pour les jeunes qui peinent à s'insérer dans la société. Et ça permet de résoudre aussi en partie le problème du chômage des seniors, qui est très important et qui est en augmentation. Laetitia Burry, alors vous faites partie de la majorité présidentielle, mais est-ce qu'il y a une loi que vous n'auriez pas soutenue lors du quinquennat précédent? Permettez-moi de vous dire que c'est une mauvaise question. Je n'étais pas députée. Donc moi, je suis plutôt une femme d'avenir. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais voter tout de suite. Vous avez suivi quand même la vie politique de la majorité présidentielle. J'étais pas vous avez un avis sur les lois qui ont été proposées. J'ai un avis, proposées, mais je n'ai pas à me prononcer sur des... Je n'étais pas députée, je n'étais pas dans ce mandat. Moi, je préfère me projeter sur des lois d'avenir et penser vraiment au pacte pouvoir d'achat qui est en attente. Et ce pourquoi Emmanuel Macron a été élu. Alors, on va y revenir, et la dernière question devrait vous plaire, mais avant cela, je donne la parole donc à Baptiste Gatouya depuis Troyes. Est-ce qu'il y a une loi que vous auriez refusé de voter? Il y a deux lois emblématiques, celle sur les CETA et les accords du Mercosur et une sur les 80 km/h. Mais en priorité, j'aurais vraiment pas voté celle sur CETA et Mercosur, parce que voilà, comme a dit Madame Burry, certes, on n'était pas député, mais ça n'empêche pas d'avoir un avis et des convictions. Et justement, cette loi sur le CETA et le Mercosur va vraiment à l'encontre de mes convictions pour mon métier, qui est d'être agriculteur et de pouvoir être en concurrence loyale avec les pays qui nous entourent. Et cette loi, elle nous désavantageait de manière certaine sur notre propre marché intérieur et local. Alors, cette dernière question, si j'ai bien compris, devrait vous plaire aussi. Laetitia Burry, si vous êtes élue, puisque vous avez aussi envie de regarder vers l'avenir, vous venez de le dire, quelle première loi vous proposeriez? La première loi, c'est de mettre en place ce que les électeurs d'Emmanuel Macron attendent depuis le 10 et 24 avril, c'est de faire confiance aux députés, de mettre une majorité présidentielle pour accompagner justement le pacte pouvoir d'achat. Donc c'est la première loi que je m'engage à voter, et c'est extrêmement important que ce dispositif, qui est certes provisoire, arrive immédiatement pour accompagner les citoyens.
Donc moi, je m'adresse aux électeurs d'Emmanuel Macron qui sont 11 000 sur cette circonscription et qui ont voté pour lui et qui attendent justement qu'on s'engage derrière lui. Et c'est mon cas. Donc je suis vraiment la candidate d'Emmanuel Macron pour cette circonscription et pour accompagner la transformation de mon territoire. Et Gaëtan Céphals, est-ce que vous aussi, ce serait une loi pour le pouvoir d'achat ou alors ce serait une loi sur une autre thématique? Et si oui, laquelle? Alors, il y a plusieurs dossiers. Dans le cadre du groupe auquel j'appartiendrai, je travaillerai bien sûr sur le projet, sur le progrès social notamment. Mais à titre personnel, étant enseignant, je m'investis particulièrement dans le monde de l'éducation et il y a beaucoup à faire. Donc pour moi, ce serait de rétablir une école vraiment juste, une école émancipatrice, qui n'est pas une école du tri social. Concrètement, ça passerait c'est par quoi, abolir Parcoursup, par exemple, pour pouvoir permettre l'accès à l'enseignement supérieur de tout le monde, de tous les élèves, pour que tous puissent porter leur projet personnel et s'insérer dans la société en tant que citoyen. C'est aussi d'arrêter la fermeture des classes. Dans le département de l'Aube, on est concerné tous les ans par des fermetures de classes. C'est toutes ces choses. Embaucher massivement des personnels enseignants, des personnels qui accompagnent dans le monde de l'éducation pour avoir moins d'élèves par classe et pouvoir enseigner et pouvoir transmettre des connaissances aux élèves dans des conditions gérables. Angélique Ranck, je vous ai vu approuver. Est-ce que c'est une thématique qui vous tient aussi à cœur et est-ce que ce serait la première proposition de loi que vous feriez aussi? Alors c'est un sujet, oui, qui me tient tout à fait à cœur. Je suis maman de 3 enfants, donc bien évidemment... Je suis très touchée par tout ce qui touche l'éducation. Les classes sont surpeuplées, il y a un manque total d'effectifs. Les classes, effectivement, sont fermées, les remplaçants sont difficiles à trouver. Qu'est-ce que vous proposeriez alors? Pour ma part, ce serait plutôt une loi sur le pouvoir d'achat, puisque, comme je l'ai déjà dit, c'est un enjeu prioritaire, notamment cette loi pour supprimer la TVA sur ces 100 premiers produits d'hygiène et d'alimentaire. Et sur l'éducation, alors, quelques mots, puisque vous venez de nous dire que c'est une problématique qui vous tient aussi à cœur. Qu'est-ce que vous proposeriez pour améliorer la situation? Pour améliorer cette situation, on reviendrait sur la proximité des services publics. On n'a pas assez de professeurs, C'est la fermeture des classes aussi qui vous pose problème, notamment sur votre circonscription? La fermeture des classes, le manque de professeurs, c'est également... ça a été dit, Parcoursup qui Donc finalement, des thématiques qui se rejoignent sur cette problématique de l'éducation. Sur cette problématique, oui, sur cette partie de problématique. Pour respecter aussi le temps de parole, Baptiste Gatouya, une proposition, vous, en tout cas la première loi que vous proposeriez si vous êtes élu? La première que je proposerais, ce serait une grande loi sur la santé, parce que nos territoires ruraux ont besoin de lutter contre ces déserts médicaux. Et si on veut avoir des jeunes dans les classes, il faut des familles. S'il faut des familles, il faut pouvoir qu'elles se soignent bien. Et donc, il faut que notre territoire soit attractif. Et notre activité du territoire passe aussi par la santé, pour mieux soigner les gens, et puis aussi mieux soigner les plus âgés d'entre nous, les aidants, les handicapés. Donc pour moi, une grande loi santé, elle doit se faire au début du quinquennat pour avoir des résultats rapides. Merci. C'est urgent. Merci, et ce sera donc le mot de la fin, la lutte contre les déserts médicaux. Merci à tous les 4 d'avoir échangé sur l'avenir de cette 3e circonscription de l'Aube. Premier tour, le 12 juin prochain. Donc d'ici là, d'autres rendez-vous. Le prochain, c'est le 25 mai. 2 autres débats sur nos circonscriptions champardonnaises. Merci de votre fidélité et à très bientôt.